Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle fois, on est ensemble pour 45 minutes d'entrevue, d'échange. Mais ce soir, nous allons nous attarder sur une situation qui nous fait mal, qui fait mal à toute la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est depuis un lustre que nous sommes en train de vivre les affres, nous, Congolais, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cela a commencé et petit à petit, on ne fait que compter des dizaines et des dizaines de morts du côté de la population congolaise. Et elle s'étend maintenant, cette gangrène, au niveau de la sécurité, jusque dans la province de l'Ituri. Alors ce soir, sur ce plateau, j'ai le privilège d'avoir quelqu'un qui est en plein concerné en premier lieu par cette situation sécuritaire. Il s'agit d'un député national élu de Béni dans la province du Nord Kivu. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau l'honorable Grégoire Kiro. Honorable, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Bonne année à vous. Merci à vous aussi. Content de vous voir sur ce plateau, mais j'ai du mal à retrouver tout de même le meilleur sourire de l'honorable Kiro, parce que tout le temps, je présume que votre téléphone ne cesse de sonner à tout moment qu'il y a des situations désastreuses dans votre circonscription électorale. Je voudrais savoir un peu comment vous vous sentez au regard de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est du pays. Mes sentiments sont ceux de colère, de déception, et je préfère dire cela pour le moment. Je vois cette exacerbation. Moi, j'ai lu vos interventions, j'ai lu vos interviews. Ça fait pratiquement depuis 2018. 2019, voulais-je dire, depuis que vous avez été élu. Mais je ne sens pas cette joie que traduirait un élu de la population au regard de la situation telle qu'elle est vécue sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression que l'on n'y accorde pas autant d'attention qu'on devrait y accorder? En tout cas, force est de constater que la situation sécuritaire de Béni, du Grand Nord, de l'Est en général, semble ne pas préoccuper Kinshasa comme cela aurait dû se faire. Pourquoi? Nous sommes sur un plateau de télé. Le média officiel par excellence, c'est la RTNC. La RTNC fait pratiquement un blackout sur tout ce qui se passe à Béni. Les morts de Béni, qu'il y ait 5 morts, qu'il y ait 10 morts, qu'il y en ait 20 ou 50, la RTNC n'en parle pratiquement jamais. Et ça donne l'impression à la population de Béni qu'elle est abandonnée, qu'elle est oubliée par Kinshasa. Ça, c'est vraiment c'est une réalité que nous vivons. Et moi, je ne peux pas être content de cela, bien au contraire. Je suis triste, je suis en colère. Parce que malgré tous les plaidoyers que nous pouvons faire pour le retour de la paix, celle-ci tarde à venir et chaque jour qui passe, on parle de nouveaux morts et c'est vraiment la catastrophe. Honorable, vous descendez généralement toujours sur le terrain lorsqu'il s'agit de vos vacances parlementaires, du moins quand la sécurité est plus ou moins assurée. Lorsque vous échangez avec cette population-là, qu'est-ce qu'elle se dit et quel est le message qu'elle vous demande de transmettre à Kinshasa, siège des institutions? La population sait que comme députés, ce n'est pas nous qui faisons la guerre. Ce n'est pas nous qui menons la guerre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est plaidoyer de manière à ce que la guerre soit bien menée et que Kinshasa s'intéresse un peu plus à la situation sécuritaire de l'Est. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une question de sécurité nationale. Vous savez que l'Est de la République, c'est quand même le ventre mou de ce pays et que plusieurs fois, le pays a été déstabilisé à partir de l'Est. Et donc, on aurait tort,
comme j'ai l'impression, en lisant certaines personnalités, j'ai l'impression, on aurait tort donc de penser que Beni c'est loin, l'Ituri c'est vraiment des contrées lointaines et qu'à Kinshasa on peut vivre tranquille, prendre son champagne tranquillement alors que là-bas ça brûle. Non, c'est une question nationale. C'est vraiment une question nationale. Alors, qu'est-ce qui peut être fait? La population, qu'est-ce qu'elle dit? La population, elle demande que Kinshasa prenne en compte sa situation. C'est-à-dire quoi? La population est consciente que nous, comme députés du Grand Nord, parce que nous avions décidé au début de ce mandat de travailler en synergie tous ensemble, plutôt que de mener des plaidoyers individuels. Alors nous avions décidé au début de ce mandat que nous, comme députés du Grand Nord, nous allions approcher l'armée et ne pas être là seulement en embuscade pour qu'à chaque fois que ça ne marche pas, nous tirions sur elle, parce que nous avions constaté que cette approche ne portait pas vraiment de fruits. Nous nous sommes dit, écoutez, allons vers les militaires pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait qu'ils soient incapables de ramener la paix. C'est ainsi que nous avions eu plusieurs réunions avec les autorités militaires, avec le ministre de la Défense, qui nous ont dit que la situation de Beni, c'est une situation pas si compliquée que ça. Si l'armée a juste les moyens, elle sera capable d'y mettre fin en 3 ou 4 mois. C'est ça qui nous avait été dit. Nous avions demandé de quel montant ils avaient besoin. Ils nous ont dit, évidemment, il ne s'agit pas pour moi de révéler cela au grand public. En tout cas, ils avaient donné un chiffre que nous étions allés défendre auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous avons eu un entretien avec lui, il a été très compréhensif parce qu'au lendemain même de notre rencontre, il a invité le Conseil supérieur hein, de la défense. Ouais, voilà. Ils en ont parlé. Donc finalement, les fonds avaient été libérés. Les fonds avaient été libérés pour ce qu'ils avaient appelé des opérations d'envergure qui étaient réclamées pas seulement par les élus, mais aussi par la population ainsi que par la société civile. Donc tout le monde se demandait, mais ça fait quand même 6 ans que ça dure, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, les fonds avaient été libérés. Nous-mêmes, députés du Grand Nord, nous avions été mis à contribution parce que nous étions même rendus sur place à Beni pour sensibiliser la population par rapport à ces opérations qui devaient commencer. Et malheureusement, il se fait que une année après ces opérations qui sont censées être en cours, eh bien, la situation non seulement, disons, les massacres n'ont pas cessé, au contraire, ils ont repris de plus belle, ils se sont même étendus dans le territoire de Beni, là où il y avait un calme relatif, par exemple dans le secteur de Rwenzori, c'est là que ça brûle, et la guerre a même débordé sur la province voisine de l'Ituri. Donc c'est ça, donc ce sont des opérations qui se sont soldées par un échec. Pourquoi il y a eu échec? Pour diverses raisons. Je crois que les opérations avaient été mal préparées, mal pensées, parce qu'elles avaient d'abord été annoncées 2 mois avant leur lancement. Ces terroristes, ils ont certainement eu le temps de s'organiser et de voir comment faire, parce que écoutez, 2 mois c'est quand même suffisant pour des gens qui sont habitués à la guérilla pour prendre des dispositions. Vous savez que la forêt de Beni, c'est l'une des plus denses au monde. Donc ils ont pris certainement des dispositions pour se cacher et changer de stratégie. Il y a cela, il y a aussi le fait que je crois que l'armée n'était pas vraiment préparée, parce que je ne sais pas comprendre par exemple que juste quand les fonds sont sortis pour le lancement des opérations d'envergure, on a recensé pas moins de 18 généraux sur place à Beni. Qu'est-ce qu'ils y sont allés faire? Je ne sais pas. Ils y sont restés pour certains 2 mois, pour d'autres 3 mois. Et après, ils sont revenus à Kinshasa ici. C'est tout cela qui suscite des interrogations diverses. Quand on apprend qu'il y a des soupçons de détournement des fonds, mais ces soupçons se fondent sur tout cela. Sur tout cela. Et même le ministre de la Défense qui avait été... que nous avions entendu en plénière à huis clos, ainsi qu'en commission défense et sécurité, où nous avions été invités, nous, non membres de la commission, mais il avait reconnu qu'il y avait eu quelques détournements et que d'ailleurs il y avait un officier général qui avait été rappelé à Kinshasa pour consultation. Donc ça veut dire qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans la façon dont la guerre a été menée.
Et la situation aujourd'hui, c'est qu'elle a empiré par rapport au moment où les opérations avaient été lancées avec pompe. Nous avions pris des risques politiques, nous, députés du Grand Nord Kivu, en allant là-bas, accompagner l'armée. On a pris des risques politiques en disant à la population que cette fois-ci c'était la bonne et que dans quelques mois on en aura fini. La vérité c'est que non seulement on n'en a pas fini, mais encore la population continue à souffrir de plus belle. Merci beaucoup, honorable, pour ce tableau que vous venez de peindre, qui n'est pas du tout réduisant. Mais je voudrais, parce que vous connaissez la région, vous êtes suffisamment rodé en ce qui concerne votre domaine de prédilection, entre autres l'économie, et on peut parler peut-être des finances. Que représente cette région de Beni sur le plan économique? Parce que les gens ont comme l'impression que ben voilà, ça apparaît comme étant un terrain plus ou moins désertique où les gens viennent y mener des incursions calmement. Mais est-ce que la région de Beni vaut quelque chose sur le plan économique? Moi, je connais bien peut-être la zone frontalière de Kassindi, ainsi de suite. Mais dites-nous ce que représente Beni sur le plan économique pour ce pays. Mais Beni représente beaucoup sur le plan économique. Pas seulement Beni, disons le Grand Nord Kivu, ça veut dire avec la grande métropole de Butembo, qui est quand même un centre très important en ce qui concerne le commerce. En ce qui concerne le commerce, Butembo c'est un très grand centre commercial, Beni c'est plus une ville administrative. Il y a la frontière de Kassindi, disons, avec l'Ouganda qui reçoit toutes les marchandises qui nous viennent disons, des pays frontaliers comme l'Ouganda, un peu plus loin le Kenya, et des pays lointains comme ceux de l'Asie du Sud-Est. Donc voilà, il y a une forte activité économique là-bas. N'oublions pas non plus qu'il y a une culture qui est en pleine expansion aujourd'hui, c'est celle du cacao. Il y a du bois qui est exporté à Beni. Il y a comment dire, il y a le café, il y a toutes sortes de productions agricoles et même minières dans la région. Donc ça représente pas rien du tout. Donc c'est une région qui s'autosuffit sur le plan alimentaire. Mais sur le plan alimentaire, Beni, c'est toujours autosuffi. C'est seulement maintenant, parce que les paysans ne sont plus capables de rejoindre les champs, que la faim commence à pointer le bout de son nez. En tout cas, c'était une région prospère. C'était une région vraiment prospère dans les années, disons, avant la guerre, quoi. C'était vraiment une région prospère. Butembo, quand vous arriviez à Butembo, même jusqu'aujourd'hui, hein, quand vous arrivez à Butembo, vous êtes surpris par les constructions qu'il y a là-bas. À Beni, mêmement. Donc, le Nord Kivu en général, c'est une région, disons, c'est une province très très dynamique. Une province très dynamique, et n'eût été l'insécurité qui y prévaut. En tout cas, je crois qu'on serait pratiquement la deuxième province en termes d'importance économique. Je ne vous ai pas suivi commenter un fait, je ne voudrais pas non plus citer la personne qui a été à la première ligne pour appeler à cette... Je comprends votre exacerbation, mais est-ce que vous ne pensez pas, vous avez effectivement dit toute l'importance économique de cette région, de la partie nord de la province du Nord Kivu, que pensez-vous à ceux qui pensent que, bon, en fait, nous mourons, nous payons nos taxes et nos impôts, alors cette fois, ça suffit, on ne paye plus. Quelle est votre lecture vis-à-vis de cet appel-là? C'est une réaction tout à fait normale d'une population qui a l'impression d'être abandonnée par le pouvoir central. C'est une réaction normale. Tout citoyen doit payer ses impôts, tout le monde le sait, mais il faut que les impôts servent à quelque chose. Moi, je ne peux pas appeler à l'incivisme fiscal. Non, ça, je ne le ferai pas parce que je sais que l'État vit des impôts. Mais quand la population, quelque part, elle se dit non, nous en avons assez, nous ne payons pas nos impôts tant que nous ne voyons pas l'implication réelle de Kinshasa, mais c'est une réaction tout à fait normale qui doit pousser Kinshasa à plus prendre en compte cette situation d'insécurité. Moi, je crois que c'est ça la lecture que je peux faire de cet appel au boycott. Et finalement, honorable, vous l'aviez dit en son temps, lorsque nous discutions peut-être à huis clos, vous affirmiez que la région était en proie à une sorte de sympathie, si pas sympathie, ou plutôt d'antise du terrorisme. Et maintenant, toutes les instances internationales viennent de le dire à haute voix. Le terrorisme existe bel et bien dans la région du Grand Nord du Nord Kivu. Je préfère parler d'islamisme.
Moi, je suis parmi ceux qui pensent, depuis le début, j'ai toujours pensé que les islamistes, ils sont bel et bien dans la région de Beni depuis le début. Je n'ai jamais nié leur existence. Parce que bon, il y a quand même certaines preuves qui parlent d'elles-mêmes. À l'occasion de la prise de certains bastions des EDF, eh bien, il y a toutes sortes de gadgets, toutes choses de preuves qu'il s'agit bien d'islamistes. Donc, et puis, bon, il y a aussi certains islamistes qui sont arrêtés. Moi, je me souviens avoir reçu le témoignage d'un général qui me disait qu'ils avaient attrapé un jeune homme de 13 ou 14 ans qui, au moment de son interrogatoire, il refusait carrément de répondre parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas répondre à des cafres, c'est-à-dire à des non-musulmans. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a assez de preuves que les islamistes existent là-bas. Maintenant, la question c'est celle de savoir, sont-ils les seuls à agir là-bas? Certainement pas. Certainement pas, parce qu'il y a quand même à côté de tous ces terroristes islamistes qui sont là et dont on nous dit qu'ils sont affiliés à Daesh actuellement, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les anciens du M23. Il y a quand même eu des militaires des FARDC qui avaient déserté à un moment avec troupes, avec armes et munitions et qui sont toujours dans la forêt. On ne peut pas oublier cela. On ne peut pas oublier non plus toutes sortes de groupes armés, de groupes armés locaux, encore qu'il s'agit d'une nébuleuse en ce qui concerne les groupes armés locaux. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais à côté des Maï traditionnels, c'est-à-dire tous ces petits groupes d'autodéfense qui s'étaient formés, soi-disant pour contrer l'invasion étrangère et tout ça, à côté de cela, il y a aussi malheureusement des groupes Maï qui ont été créés, fabriqués par certains officiers des FARDC. Ce sont des réalités. Ah donc, bon? oh oui, c'est une réalité, donc on ne peut pas le nier. Il y a des groupes Maï qui sont mieux équipés, mieux vêtus que nos propres militaires des FARDC. C'est une réalité. On a déjà vu plusieurs photos, effectivement. Oui, donc c'est ça malheureusement. Justement, alors il n'y a pas à se fâcher, honorable, lorsque l'actualité prenant de l'avant, lorsque le président de l'Assemblée nationale vous a appelé, vous, les élus du Kivu, on prend tout le Kivu parce que le groupe armé, visiblement c'est le Kivu qui occupe la première place avec tous les groupes armés dénombrés au nord, au sud Kivu, l'Ituri, si on doit prendre même l'Ituri, et aussi le Maniema, même le Katanga aussi un peu. On vous a demandé de quitter les groupes armés pour préserver la paix. Vous, chers collègues, je me rappelle la phrase, elle était tellement limpide que je ne l'oublierai pas. On dit, chers collègues du Kivu, quittez les groupes armés. Vous savez, le président Mozo, c'est quand même le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est lui la deuxième personnalité du pays. Donc c'est une bouche qui, quand elle parle, elle est suivie par l'essentiel des Congolais. Alors, quand il dit, vous les députés de l'ancien Kivu, quittez les groupes armés, ça suppose que tous les députés de l'ancien Kivu, c'est-à-dire du Nord Kivu, du Sud Kivu ainsi que du Maniema, sont liés aux groupes armés. Et il n'en apporte la moindre preuve et il ne cite aucun nom, il se limite à dire cela. Mais ça, c'est pas très responsable de sa part. Je suis désolé de le dire. C'est vraiment une manière de nous livrer à la vindicte populaire. Oui, effectivement. Il nous a jetés en pâture. Je ne sais même pas vous dire ce que certains compatriotes de Beni, de Goma nous écrivent ou écrivent sur nous. Ce qu'ils disent à la radio. Vous ne savez pas. Je vais vous donner un petit exemple. Hier, il y a une localité en territoire de Beni qui s'appelle Tchani Tchani. Il y a eu 5 morts là-bas, hier, disons avant-hier, et hier matin, il y a quelqu'un qui a écrit dans les réseaux sociaux, les députés du Grand Nord viennent encore d'assassiner 5 personnes. Vous voyez un peu à quel niveau nous nous trouvons. Tout ça parce que le président de l'Assemblée nationale a sorti de sa bouche des mots qu'il n'aurait pas dû sortir de cette manière-là. S'il a des éléments contre certains d'entre nous, s'il a des éléments de preuve contre certains d'entre nous, il aurait même dû dire, à la limite, certains députés. N'est-ce pas? Mais là, il a parlé de façon générale, il nous a tous inclus dedans. Et nos adversaires politiques, l'opinion publique en profite pour
pour tirer à boulet rouge sur nous. Donc c'est ça que moi je peux dire à ce niveau. Je crois que il a commis une faute politique et il va nous recevoir un de ces jours et je crois que nous aurons l'occasion d'en discuter avec lui parce que c'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Il a jeté en pâture pratiquement 18% de l'ensemble des députés parce que voilà, parce que nous sommes un peu moins de 100, nous députés du Nord Kivu, du Sud Kivu ainsi que du Maniema. Donc ça ne peut pas se passer comme ça. Il nous a jeté en pâture. Je comprends, honorable, c'est votre collègue. Je sais que vous avez des mécanismes qui sont mis en place pour régler ce genre de situations au niveau de la Chambre basse du Parlement. Mais j'ai la chance de vous avoir sur ce plateau parce que vous échangez avec les Nations Unies, avec les FARDC, avec le chef de l'État, avec le ministre de la Défense, ainsi de suite. Selon vous, selon Grégoire Kiro, député national, quelles sont les étapes que nous devrions suivre pour éradiquer l'insécurité dans cette partie du territoire national? Je ne voudrais pas que vous vous engagiez, encore moins votre parti ou l'Assemblée nationale, mais vous, Grégoire Kiro, en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, en tant que politique, comment devrions-nous procéder? Moi, je crois que le règlement de la question sécuritaire à Béni et dans l'Est de la République, c'est d'abord une question militaire. Nous devons d'abord mettre de l'ordre dans notre propre armée, parce que l'armée, comme vous le savez, c'est quand même un fourre-tout. Un fourre-tout, c'est un ensemble hétéroclite qui vient de différentes armées, de différentes rébellions, anciennes et moins anciennes. À l'occasion des mixages et des brassages, vous savez que nous avons même intégré dans notre propre armée des éléments étrangers. Figurez-vous que nous sommes la seule armée au monde où il y a des militaires qui ont servi sous 3 drapeaux différents. Il y en a qui ont commencé par l'armée ougandaise, qui se sont retrouvés dans l'armée rwandaise et qui aujourd'hui sont dans l'armée congolaise. Avec des éléments pareils, comment vous voulez que ça marche? Ils ne sont pas forcément loyaux à la République. Donc nous devons mettre de l'ordre dans l'armée et nous devons aussi... faire le ménage dans l'armée en ce qui concerne certains officiers généraux surtout parce que l'armée c'est aussi le reflet de la société congolaise qui est minée par la corruption, qui est minée par beaucoup de maux qui sont les mêmes dans le civil que dans le militaire. Donc il y a des détournements, c'est pas propre à l'armée. Hein, donc il y a ces problèmes de désorganisation généralisée qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, notre armée, je crois vraiment, je le dis la main sur le cœur, je parle sincèrement, je crois qu'en l'état actuel, notre armée n'est pas capable de faire face à l'insécurité à l'Est de la République. Voilà pourquoi moi je crois que, parce que vous m'avez demandé quelle solution je peux préconiser, moi je crois qu'il faudrait absolument qu'il y ait une implication étrangère pour épauler notre armée à ce niveau-ci. En attendant que l'armée soit purgée de ces éléments indésirables, qu'elle soit réellement professionnelle, qu'elle soit vraiment remise sur le droit chemin. Comme les gens meurent, il y a urgence. Je crois qu'il faudrait absolument faire appel à une armée ou à plusieurs armées étrangères. Et là, nous sommes confortés par le fait que les États-Unis, première puissance militaire mondiale, reconnaît qu'il y a des terroristes affiliés à Daesh sur place. Et généralement, ils les combattent un peu partout. Ils l'ont fait en Syrie, ils l'ont fait en Irak, ils le font un peu partout. Et j'espère qu'ils vont vraiment nous prêter main forte dans la lutte contre cela. Donc voilà. Et je présume, honorable, que les tout récents communiqués lancés par les Forces armées de la République démocratique du Congo ont parlé d'une collaboration avec certains pays de la région au niveau de renseignement. Certaines armées de la région qui vont collaborer au niveau de renseignement pour essayer de trouver une solution à cette situation. C'est aussi une situation qui est la bienvenue chez vous, je présume. Tout à fait. Nous l'avons toujours dit que notre armée n'est pas en l'état de ramener la paix pour les différentes raisons que j'ai évoquées tantôt. Voilà pourquoi la mutualisation des forces
avec des pays de la sous-région, elle n'est pas, à mon avis, mauvaise. Le problème, c'est qu'il faut savoir trier. Par exemple, écoutez, si on vous dit l'armée rwandaise va venir intervenir en RDC, ben, écoutez, c'est toute l'opinion publique que vous aurez sur le dos, compte tenu du passé récent avec plusieurs événements malheureux. Voilà, donc il faut savoir trier, mais je crois qu'il y a des armées. Il y a l'armée tanzanienne, il y a l'armée kenyane qui est assez aguerrie en ce qui concerne la guerre contre les terroristes, parce que les Kenyans font face aussi à la même chose à la frontière somalienne avec les Shebab. Mais il y a aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les ZIF, qu'on le veuille ou non, originellement c'est une organisation ougandaise. Une organisation ougandaise. Et je crois qu'il ne serait pas mauvais de prendre langue avec les autorités ougandaises de manière à ce qu'ils viennent nous aider à combattre leurs compatriotes, parce que la plupart de ces ZIF sont quand même des Ougandais. Et puis bon, en principe, ils sont là en repli pour pouvoir attaquer une fois l'Ouganda. Donc voilà, c'est une menace réelle et sérieuse pour l'Ouganda. Et je crois que faire appel à l'Ouganda, ça ne serait pas mauvais, parce que nous avons quand même une armée avec des militaires qui sont aguerris, des militaires qui sont vraiment bien formés, mais qui ne savent pas être efficaces pour diverses raisons que j'ai évoquées tantôt. Il y a voilà, l'abandon des troupes, les gens sont mal équipés, mal nourris, il y a des détournements à gauche à droite. Voilà, je crois que notre armée, elle pourrait par exemple s'occuper de l'infanterie, ça veut dire de la guerre terrestre. Et les autres, les étrangers, ils pourraient nous aider en ce qui concerne l'artillerie. Disons, comment dire, les frappes aériennes. Les frappes aériennes, ainsi que le renseignement avec les moyens technologiques, les drones, etc. Donc je crois qu'on peut y aller ensemble et ça pourrait porter des fruits. Ça, c'est mon point de vue. L'apport de la MONUSCO? La MONUSCO, elle est là depuis plus de 20 ans. Nous, on constate juste qu'elle est là, mais qu'elle n'est jamais parvenue à ramener la paix, alors qu'au terme du chapitre 7 la MONUSCO a donc un mandat de la part du Conseil de sécurité qui lui demande de traquer toutes les forces négatives. Les forces négatives. Elle ne le fait pas suffisamment. Elle a aussi le mandat de protéger la population, ce qui n'est pas fait suffisamment. Maintenant, la MONUSCO, de façon structurelle, elle a du mal à être efficace, parce que c'est quand même un amalgame de plusieurs armées qui dépendent malheureusement chacune de son état-major. Il y a ça. Savez-vous que les militaires, c'est pas moi, pakistanais ou uruguayens, avant de faire une opération sérieuse, même s'ils ont l'aval de New York, l'aval de Kinshasa, ils doivent aussi demander l'autorisation à leurs propres armées? Ah bon? Ah ouais, c'est ça la vérité. Donc de façon structurelle, les forces de la MONUSCO, on ne peut pas compter sur elles pour aller... Il y a quand même une lourdeur dans les opérations. Il y a une énorme lourdeur, mais les forces de la MONUSCO nous aident quand même. Il y a quand même la FIB qui a des militaires de diverses origines, parmi lesquels des Tanzaniens, qui font du bon travail. Et puis bon, la MONUSCO nous aide aussi en termes de renseignement. En termes de renseignement, ce sont quand même leurs drones qui vont localiser tous ces ZIF là où ils sont, même si, bon, apparemment, ils ne donnent pas toutes les informations, notamment en ce qui concerne les camps où il y a des femmes et des enfants. Ok. Donc, tout cela pose problème. Et bon, ils nous aident aussi d'un point de vue logistique. Moi, il y a un général qui m'a dit un jour que parfois, il y a des blessés, des FARDC qui sont pris sur le champ de bataille par les hélicoptères de la MONUSCO. Donc il y a cela, mais je crois qu'elle pourrait faire mieux par rapport au mandat qui lui est confié par le Conseil de sécurité. Et maintenant, au niveau du développement de la contrée, honorable, est-ce que vous sentez une implication du pouvoir central vis-à-vis du volet développement, c'est-à-dire du volet infrastructure, du volet électricité, eau, ainsi de suite, dans la région, à part le côté insécuritaire qui pose problème, les côtés sécuritaires, pourrais-je dire, qui posent problème. Mais est-ce que vous sentez l'implication du pouvoir central sur le plan du développement? Non, malheureusement. Non, malheureusement. C'est-à-dire que la population de la contrée se sent vraiment abandonnée.
Elle a l'impression que la guerre qu'elle subit, les massacres, les égorgements n'intéressent pas grand monde ici à Kinshasa. C'est ça l'impression qu'elle a. Et en plus de cela, sur le plan des infrastructures, il n'y a aucun développement. Aucun développement. La route Kassindi-Beni, elle est impraticable. La route Beni-Butembo jusqu'à Goma, toujours en terre battue depuis des décennies et des décennies. Il n'y a pas d'électricité à part les petites. Mais la centrale qui. Oui, à part ces petites centrales là qui sont d'inspiration locale, disons. Donc le gouvernement national ne s'y est pas investi. Alors que l'Est de la RDC, Beni, le Grand Nord Kivu, font partie de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un coin qu'on doit oublier. C'est un coin qui apporte beaucoup. Il est déjà très peuplé. Il y a une forte activité, il y a un fort dynamisme socio-économique dans la population. C'est un dynamisme qui profite, qui devrait profiter à la nation congolaise tout entière. Maintenant que il y a ce qu'il y a là-bas, eh bien, l'activité économique a chuté énormément. La pauvreté s'installe alors que c'est une région de grande expansion. Alors, quand on apprend qu'ici à Kinshasa, il y a des politiques, il y a même des compatriotes qui disent, voilà, oui, mais ce sont eux qui s'entretuent sur place. Mais écoutez, mettez-vous à la place de cette population qui ne sait plus rejoindre les champs, qui ne sait plus faire son commerce, qui demande, qui crie au secours, qui dit Kinshasa, aidez-nous. Et qui se voit répondre, voilà, c'est vous-même qui faites ça. Ce sont vos élus, mais écoutez, vous comprenez que vraiment ça blesse et que ça exaspère un peu plus la population. Donc c'est ça. Alors, honorable, il y a aussi un élément qui défraie la chronique, c'est l'ouverture de la République démocratique du Congo à ses frontières, à vos frontières, qui vous sont proches, celles du Kenya, de l'Ouganda, allons jusqu'au Burundi et au Rwanda. Le fait que la République démocratique du Congo adhère à la communauté la communauté économique de l'Est, de l'Afrique de l'Est, est-ce que c'est une bonne chose pour la région? Je voudrais avoir votre lecture sur ça. Ben, écoutez, on n'a déjà pas beaucoup de choix. La RDC est signataire de plusieurs accords. Et puis le monde actuellement, c'est en train de devenir un village. On ne peut pas se replier sur soi-même, c'est impossible. Donc, est-ce qu'on ne va pas subir notre industrie déjà que nous n'en avons pas particulièrement? Oui, mais est-ce qu'on ne va pas subir... Il n'est pas normal que nous n'ayons pas d'industrie, justement. C'est pas normal que nous n'ayons pas d'industrie. On n'a pas d'industrie parce que chez nous, il n'y a pas, disons au Kivu, il n'y a pas l'électricité. Donc tout cela va certainement booster Kinshasa pour apporter des solutions aux problèmes des infrastructures sur place là-bas. Mais dans un premier temps, c'est vrai que nous allons souffrir parce que nous n'avons rien à proposer en termes de produits manufacturés. Parce qu'on peut tout dire, l'Ouganda, le Kenya, ils sont bien plus avancés sur le plan industriel que nous. Ils sont très avancés. Nous n'allons proposer que des produits bruts. Donc c'est ça, dans un premier temps, nous allons subir la concurrence de tous ces voisins, de tous nos petits voisins, et en attendant que nous nous organisions. Mais nos grands voisins, hein, mais encore une fois, oui, petit par la taille, grand par, je ne sais pas. Donc nous sommes obligés, nous n'avons pas d'autre choix que de nous organiser. Vous avez suivi que le gouvernement ougandais propose même à la RDC de faire des routes chez nous. Chez nous. C'est humiliant quand même. Quelle humiliation. Mais est-ce que nous avons le choix? Est-ce qu'on a le choix parce qu'on n'est pas capable? Parce que si nous attendons que ce soit Kinshasa qui nous fasse des routes là-bas, il faudra attendre des décennies et des décennies. Évidemment. Évidemment. Nous, le fait qu'il y ait un nouveau chef de l'État, qu'il y ait un nouveau pouvoir avec Félix Tshisekedi, le fait que Félix Tshisekedi se soit libéré de l'emprise du FCC, parce que le FCC a quand même une part importante, disons une responsabilité importante dans la situation catastrophique sur le plan sécuritaire, sur le plan social et sur le plan économique à l'est de la République. Maintenant que le président Tshisekedi il a les mains libres maintenant. C'est défait. Oui, mais il s'est défait il y a combien de temps? Ça fait à peine quelques mois. Il y a un gouvernement qui va être formé. Nous allons voir ce gouvernement. Attend depuis 2 mois. Nous allons voir ce gouvernement à l'œuvre.
Donc nous sommes de l'Union Sacrée, nous avons adhéré majoritairement, nous députés du Nord Kivu, au FCC, disons, qu'est-ce que je dis, nous avons majoritairement Ils étaient majoritairement au FCC. Adhéré à l'Union Sacrée de la Nation, parce que nous étions exaspérés par la situation sécuritaire catastrophique avec ses corollaires socio-économiques. Alors maintenant, nous n'aurons plus d'excuses à partir du moment où le gouvernement sera mis sur pied et qui va finir le mandat de l'actuel chef de l'État. Nous n'aurons plus d'excuses si la situation ne s'améliore pas. Donc voilà, nous on fonde des espoirs assez importants sur le nouveau leadership de Félix Tshisekedi. Nous pensons vraiment qu'il pourra nous ramener la paix et les investissements et le progrès socio-économique. Mais c'est de votre droit d'être optimiste, au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été fait. Et c'est une façon pour nous de secouer le cocotier et dire voilà, l'Est de la République, le Grand Nord Kivu, Béni existe aussi, il faut s'y pencher. Honorable, quelle est la lecture que vous faites de l'homme congolais? Vous êtes un amoureux de la lecture, vous êtes un amoureux de l'information, vous ne passez pas une journée sans allumer votre poste récepteur radio ou votre télévision, et même sur les réseaux sociaux, vous lisez tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites comme lecture de l'évolution de l'homme congolais? Depuis que vous l'avez connu, vous avez connu le Zaïre, je sais, tout en étant jeune. Et maintenant, le Congolais, est-ce que vous sentez une évolution positive ou négative par rapport à sa responsabilité vis-à-vis de son pays? Je dois dire ce que je pense. La main sur le cœur, je crois que l'évolution de l'homme congolais depuis l'indépendance de ce pays, elle suit une courbe descendante. C'est-à-dire qu'il y a une évolution négative. L'amour du travail bien fait, le sens du bien public, du bien collectif existe de moins en moins. L'individualisme nous caractérise. Il suffit de voir comment les gens se bousculent au portillon pour entrer au prochain gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Ça fait des mois que ça dure. Les violents ne parviennent pas à s'accorder parce que chacun a des ambitions démesurées. Tout le monde veut avoir tout. Tout le monde veut avoir les postes juteux, alors que dans un pays normal, les postes juteux, ça n'existe pas. C'est juteux par rapport à quoi? Vous êtes là au service de la nation, vous avez le même traitement comme ministre, que vous soyez aux finances ou au sport, vous avez le même traitement. Ouais, donc je crois que... mais le peuple congolais, c'est un peu... Disons, l'homme congolais, c'est un homme très débrouillard, comme il est abandonné depuis des décennies par le pouvoir public. Il fait tout pour se débrouiller tout seul. Figurez-vous qu'à Kinshasa, on est quand même à plus de 12 millions d'habitants. Et que tous ces citoyens que vous voyez là, ils mangent tous les jours. L'article 15. Alors, voilà l'article 15, alors qu'il y a le chômage de masse, alors qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi, mais tout le monde fait tout ce qu'il peut pour se débrouiller. Donc c'est un débrouillard qui est obligé de s'en sortir en l'absence de l'État. Et malheureusement, quand il accède à des postes de responsabilité, il y est généralement pour lui-même et pour lui tout seul. C'est ça la lecture que je fais de l'homme congolais, malheureusement. Mais je dois dire quand même qu'il existe des différences. Hein. Certains vont peut-être mal le prendre, mais il y a quand même des différences. Je trouve que ici à Kinshasa, là où le budget de l'État est consommé en très très grande partie, la description que je viens de faire, elle est vraiment de mise de façon très 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 importante, alors qu'il y a certaines régions de l'Est de la République où les gens sont un peu plus responsables que ça. Ouais. Je ne voudrais pas trop évoluer au niveau de ces sujets-là, parce qu'il y a certaines susceptibilités qui peuvent très mal prendre les choses, alors que vous les dites sur base de faits qui du moins peuvent être ou sont rationnels. Alors, honorable, je voudrais, parce que nous sommes en train de chuter, nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Comment voyez-vous l'avenir de la partie Est de la République démocratique du Congo? Parce que de plus en plus, il faut peut-être qu'on se le dise, au niveau de la télévision, ça je l'écoute de temps en temps, parce que vous êtes en train, tout au long de l'émission, vous êtes revenu sur le fossé qui semble exister entre Kinshasa, zone directionnelle, épicentre même de la République démocratique du Congo, et la partie est du pays.
Mais des voix s'élèvent pour commencer à imaginer peut-être un fort fédéralisme qui ferait que, bon, on s'est dit, bon, on se prend quand même en chose parce que là, ça suffit. Lorsque les gens vous disent ça, comment réagissez-vous? Ben, écoutez, moi, je les comprends aisément. À l'Est, la population est consciente de ce qu'elle apporte à la République. Elle est consciente de ce qu'elle apporte en termes de développement. Mais en retour, elle a l'impression vraiment qu'elle est abandonnée par Kinshasa. Il y a la guerre là-bas, les massacres à Beni. Ils ont commencé, ça fait près de 7 ans. Il y a, on parle aujourd'hui de plus de 5300 morts dans des conditions atroces. Il y a des opérations militaires qui n'ont jamais rien donné. Côté infrastructure, Kinshasa n'investit pratiquement jamais là-bas. La seule fois qu'il y a eu des investissements publics de Kinshasa à l'est de la République, c'est quand le Premier ministre Matata Ponyo était aux affaires et qu'il a envoyé tous les investissements, toutes les routes, à Kindu Maniema. Donc c'est la seule fois que l'Est a bénéficié des investissements venant de Kinshasa. Et ça, c'est vraiment anormal. Goma, on parle de vos routes de Goma qui sont très belles. Tout le monde parle du développement des routes de Goma. Goma qui est en train de devenir la deuxième ville du pays. Ça vous a presque valu un pamphlet. On dit, mais bon, voilà, ça suffit quand même. Oui, mais Goma qui se développe, c'est grâce à des initiatives locales. Il y a des taxes qui sont payées sur le carburant qui entre. Il y a cela. On ne peut pas oublier non plus, par exemple, les efforts qui sont faits par la communauté internationale. Il y a l'Union européenne, il y a la MONUSCO aussi. Oui. Il y a la MONUSCO aussi qui nous construit des routes. Ça, à Goma, oui, c'est une réalité. On ne peut pas se les cacher. Donc c'est ça. Mais l'apport de Kinshasa, vraiment, bon, écoutez, je crois que Kinshasa doit comprendre que l'Est de la République fait partie intégrante de ce grand pays. Le pays n'est grand que dans la mesure où les investissements sont envoyés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et l'est a l'impression d'être abandonné. Et ça, c'est très, très, très mauvais parce que nous faisons partie intégrante de la République. C'est pas normal que quand on nous massacre là-bas, à Kinshasa, il y ait des politiques, il y ait même une certaine opinion qui dit voilà, ça c'est vous qui vous entretuez. Ça, c'est vraiment exaspérant. Vraiment, il est temps. Je demande vraiment aux nouvelles autorités, le président Félix Tshisekedi qui va pratiquement commencer son mandat maintenant, parce qu'avant il a subi toutes sortes de blocages avec le FCC, maintenant qu'il aura les mains libres. Le fait qu'il puisse commencer le mandat maintenant, cela ne va pas apporter une rallonge. Ah non, certainement pas. Non. Moi, je suis un démocrate. Je sais que le mandat, il est de 5 ans et au bout de 5 ans, il y a de nouvelles élections. Point barre. Donc, il faut pas penser vraiment que moi, je peux parler de rallonge. Non, je ne suis pas à ce niveau-là. Okay. Mais je crois que c'est comme le président Félix Tshisekedi. C'est maintenant qu'il va commencer à exercer vraiment avec les mains libres. Je crois vraiment qu'il a une bonne vision par rapport au développement de ce pays et surtout de l'Est de la République. Bon, on verra peut-être d'ici 2023 ou tout au long de l'année 2022, je vous appellerai sur ce plateau et on essaiera d'évaluer. De toute façon, le chef de l'État et nous qui sommes avec lui à l'Union Sacrée, nous n'aurons pas d'excuses si en 2023 nous n'avons pas fait mieux que ce qui était là avant. Okay. Donc c'est ça. Alors une dernière communication honorable. Je rappelle que le député national Grégoire Kiroé est réélu. Ce n'est pas un nouveau à l'Assemblée nationale. Il y a été depuis plusieurs années. Alors je voudrais lui donner l'opportunité de s'adresser à tous vos électeurs qui vous suivent en ce moment et qui voudraient que vous puissiez leur lancer un message pour qu'ils puissent garder ce message en souvenir de votre passage ici à Kinshasa, au Parlement, première législature, deuxième législature. Dites à cette population ce que vous pensez et ce que vous imaginez pour un avenir beaucoup plus calme que celui que nous vivons maintenant. Le grand problème de mes électeurs à Beni, le grand problème au Nord Kivu, dans le Grand Nord Kivu, au Nord Kivu aussi, c'est l'insécurité. Et depuis le mandat passé, nous nous sommes battus pour essayer de faire revenir la paix. Encore une fois, ce n'est pas nous qui allons prendre le fusil, ce n'est pas nous qui allons faire la guerre. Nous exerçons des pressions énormes ici avec les collègues sur l'exécutif pour que la question sécuritaire soit prise en compte. Nous avons été en mission parlementaire 2 ou 3 fois le mandat passé, sur place à Beni, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Nous sommes revenus avec une idée bien précise de la réalité. Nous avons fait des recommandations, mais
Le problème, c'est qu'il y avait une majorité qui était ce qu'elle était. Les recommandations n'ont jamais été prises en compte. Ce mandat-ci, nous sommes à la manœuvre parce que, comme je l'ai dit tantôt, en 2019, nous sommes aussi, nous faisons partie de ceux qui sont à l'origine du lancement des opérations militaires d'envergure. Donc, si les choses s'étaient passées normalement, aujourd'hui, on ne parlerait même plus de la guerre à l'est, disons à Beni, dans la région de Beni, parce que les opérations d'envergure étaient censées prendre à peine 3 ou 4 mois. Mais il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais nous ne baissons pas les bras, nous allons continuer à nous battre pour que la paix revienne. Et ceux qui disent que nous sommes derrière tous ces massacres-là, bon, je crois qu'ils ont un démenti de la part de cette même population qui sait. La population n'est pas bête. Ce n'est pas de Kinshasa qu'on va commencer à dire, voilà, les députés ils sont avec les groupes armés, etc. etc. Ils ne vont pas se faire croire à Beni parce que c'est un discours qu'on entend, qui n'est pas nouveau, qu'on a entendu depuis longtemps. On a souvent accusé même la population. La population a été accusée de participer à son propre massacre. Écoutez, quel dédain, quel mépris de dire, voilà, si vos frères, vos sœurs sont massacrés, c'est vous-même qui les massacrez. Mais écoutez, enfin, l'État, il est où? Où est l'État? Voilà, donc la population doit continuer à garder espoir. Je crois qu'on est presque à la fin du calvaire. Je crois que vraiment, nous sommes en train de nous battre pour obtenir l'implication d'une ou plusieurs armées étrangères qui vont épauler nos FRDC pour en finir une bonne fois pour toutes, en attendant que les FRDC soient réorganisés. Merci beaucoup, honorable Grégoire Kiro. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous qui nous avez suivis sur BC Télévision au travers de tous ces canaux de diffusion. Nous vous disons à très prochainement pour un nouveau numéro de Lingo RDC. Au revoir.